Je me souviendrai toute ma vie de cette montée parce que, oh là là, elle fait 1000 mètres, hein, pas bien plus. Et en fait, je vais prendre la plus grande leçon d'humilité de ces 4 dernières années de sport, quoi. Je passe, je crois, de 24e à 51e sur 1000 mètres presque de dénivelé, sachant que ça doit faire 3 ou 4 kilomètres. Et je me souviens, là, je me dis, en fait, là, faudrait que t'abandonnes. Enfin, les autres courses, t'aurais abandonné là, quoi. Et là, je sais que j'ai pas le droit, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, il faut que je les monte, ces 1000 mètres, et je décide de les fractionner en 10 fois 100 mètres de dénivelé. Et voilà, je regarde ma montre, je fais 100 mètres de dénivelé, je m'assois sur un caillou. Je vois passer des coureurs, c'est pas pour dénigrer, mais de peloton qui ont parfois 30, 40 ans de plus que moi, j'ai l'impression. Et je me dis, mais t'es naze, quoi. T'as 25 ans, tu t'entraînes quand même beaucoup, même si cette année tu t'es pas beaucoup entraîné. Mais t'as pas le droit, en fait, d'être là assis sur un caillou. Eux, ils marchent vite, ils te disent courage. Ils vont sûrement mettre 50 heures à terminer, mais eux, ils sont là, quoi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Arthur Joyeux-Bouillon. Arthur a construit au fil de ces dernières années un solide palmarès qui compte notamment une retentissante 7e place à l'UTMB en août dernier. Une performance qui lui a ouvert les portes de sa première sélection en équipe de France de trail à l'automne. Arthur va partager avec nous aujourd'hui son échappée belle, une des rares courses du calendrier 2020 qui a survécu aux annulations en pagaille en raison du Covid. Au-delà de ce contexte général défavorable, cette course va s'inscrire dans un moment délicat du parcours sportif d'Arthur, marqué par 2 désillusions quelques mois auparavant à la TDS, puis à la Diagonale des Fous. À l'issue de sa rencontre avec son nouvel entraîneur, Éric Lacroix, l'objectif sur cette échappée belle est élémentaire, renouer avec le plaisir, probablement un peu dissipé alors. Cette course va compter son lot de challenges pour Arthur, à commencer par son fort dénivelé, mais aussi cette idée de devoir contraindre son envie de figurer aux avant-postes, comme à son habitude. Mais je ne vous en dis pas plus. Arthur va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, de plus belle. Bonjour Arthur, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Merci de l'accueil. Ça fait longtemps que j'ai envie de te recevoir, donc je suis très content que ce vœu puisse se réaliser aujourd'hui. Arthur, on est aujourd'hui le 3 mars et je suis sûr que tu le savais, mais il y a pile 176 ans naissait le scientifique écossais Alexander Graham Bell, qui est connu mondialement pour être l'inventeur du téléphone. Le téléphone en dit beaucoup sur quelqu'un. J'ai donc quelques petites questions d'entrée de podcast à te poser sur ton téléphone pour nous permettre de mieux te connaître. Est-ce que tu pourrais me dire l'appli que tu utilises le plus sur ton téléphone? J'hésite entre Instagram et Strava. Ok. Strava pour les perfs et Insta pour les partager, ou pour inspirer en tout cas plutôt. Tout à fait, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, et on a la chance de pratiquer un sport qui est visuel, donc les gens aiment beaucoup nous suivre sur les réseaux. Nous, on aime ce partage, leur montrer des endroits où ils peuvent pas forcément aller quand ils sont citadins ou autres. Et puis Strava, parce que aujourd'hui, je pense que beaucoup de coachs utilisent notamment Strava et tout est relié, hein. Je pense à Nolio, Sunto, mais en fait Strava, c'est la plateforme de rassemblement de coachs et athlètes qui fait que voilà, on se partage nos petites sorties et puis moi j'aime bien. Est-ce que tu t'en sers pour espionner un peu tes petits camarades aussi avant une course Alors non, et jauger leur niveau de forme? Je regarde jamais. Déjà, de manière générale, je regarde pas attentivement les sorties des autres. J'aime bien voir ce qu'ils font, dans quel massif. Parfois, quand je vois un beau tour, moi j'ai cette petite fâcheuse tendance à aimer faire des circuits. J'aime pas trop faire des allers-retours ou autre. Donc, quand je vois qu'il y a une belle boucle qu'un copain a fait dans un massif voisin, eh ben ça m'arrive de l'enregistrer pour me dire bah la prochaine fois si je passe par là-bas, je ferai celui-là parce qu'il a l'air sympa. Mais avant les courses, je regarde de moins en moins Strava. D'ailleurs, les 2-3 jours avant les courses, je coupe
mon téléphone, enfin c'est ma compagne qui l'a. Donc moi en fait je suis focalisé sur mon entraîneur, moi et mes proches, et ça me permet de plus me poser de questions. Est-ce que lui il s'entraîne moins, plus, et c'est un vrai bien-être. Donc non, j'espionne pas trop. Une autre question sur ton téléphone, l'appli la plus inattendue ou improbable peut-être, ou celle que tu t'as jamais utilisée? Est-ce qu'il y en a une qui n'a rien à faire sur ton téléphone en théorie? Alors je suis quelqu'un qui fait souvent du tri, que ce soit dans mes vêtements, parce qu'on bouge beaucoup. Donc dans mon téléphone c'est pareil, les photos, les applications, je fais pas mal de tri. Mais alors là comme ça, si je pense à une application, ça doit être vente privée ou quelque chose comme ça. C'est des trucs, ça finalement je crois que j'ai jamais utilisé, je dois encore l'avoir. Ouais, c'est Prochain objectif, supprimer le petit picto rose VP. exactement. Dernière question, l'athlète élite que tu as appelé le plus récemment, si tu regardes dans ton téléphone, là, on va trouver quel nom? Ah bah c'est simple, c'est Hugo Ferrari, parce que j'ai fait un podcast avec lui il y a de ça 3-4 jours, pour son Patreon. Donc voilà, on a bien discuté. En plus c'est un super pote, donc c'est toujours super de discuter ensemble, parce que on déconne beaucoup, on a un peu le même humour, et puis on aime se retrouver sur les courses. Donc là c'était sympa de faire un petit débrief sur sa chaîne, et je pense que je vais intervenir plus souvent avec lui. On a convenu de quelques rendez-vous pour discuter de plein de sujets super sympas. Excellent, une bonne nouvelle. On salue Hugo au passage. Merci beaucoup, Arthur. Il faut quand même que je te dise que Alexandre Graham Bell n'est pas l'inventeur du téléphone. C'est quelque chose qui a été découvert assez récemment. La Chambre des représentants des États-Unis s'est rendu compte et a en tout cas officiellement reconnu en 2002 que c'était pas lui l'inventeur du téléphone. C'est un Italien, Antonio Meucci. Donc voilà, on a tous en tête que c'est Alexandre Bell, mais pas du tout. Voilà. Petite parenthèse téléphonique terminée. Arthur, on va reparler d'une course qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps, à savoir la Transgrande Canaria, qui était il y a quelques jours à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode. C'est un ultra d'ouverture de saison qui s'est particulièrement bien passé pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler très brièvement? Oui, alors bah, très brièvement, ça fait 4 ans que je suis inscrit sur la Transgrande Canaria, parce que pour la petite histoire, j'ai commencé le trail il y a, allez, on va dire, le trail en 2015, l'ultra en 2017. Et au tout début que je suis allé sur YouTube, voilà, il y avait très peu de contenu sur l'ultra, en tout cas très peu de contenu qualitatif, et je suis tombé sur une vidéo de la Transgrande Canaria. J'ai cliqué dessus et là j'ai pris un waouh quoi. Et je me suis dit mais en fait c'est plus que du trail que je veux faire, c'est de l'ultra. Moi je veux ressentir ça, je veux vivre cette vie, parce que l'ultra pour moi c'est à chaque fois une vie. Il y a un début, il y a une fin, il y a plein de coureurs le disent, hein, mais voilà, j'invente pas. Et donc je me suis Sauf qu'on n'a dit, pas forcément envie que la fin soit le plus tard possible, contrairement à la vraie vie. et parfois c'est vrai que on est content d'arriver quand même. Il y a des fois, franchement, il y a des fois on se dit ça pourrait continuer comme ça quelques heures. Moi, ça me déplairait pas. Mais souvent c'est vrai, on est content d'arriver. Donc voilà, la Transgrande Canaria pour moi c'était l'ultra qu'il fallait que je fasse un jour, parce que c'est celui qui m'a donné envie de faire, qui m'a fait découvrir déjà cette discipline. Donc ça faisait 4 ans que j'étais inscrit, puis voilà, dans les Alpes, on fait quand même beaucoup de ski alpinisme l'hiver. Moi j'adore ça, je viens du ski alpin. Je suis né dans le Vercors, donc voilà, à 2 ans je faisais du ski et pas de la course à pied, hein. Donc bah voilà, je faisais la Pyramenta, et puis vu que c'est très très proche, je pouvais pas faire assez de volume à pied. Et cette année, dans une optique aussi cohérente de qu'est-ce qu'on va faire toute cette saison, avec mon coach Eric Lacroix, on a convenu que c'était une très bonne idée, hein, de couper un peu le ski alpinisme et de partir sur la Transgrande Canaria pour établir une base pour la saison 2023. Donc voilà, une course que j'attendais avec impatience. Tu finis 7e au scratch, on peut le dire. Oui, c'est ça, 7e. Alors, je m'étais pas forcément mis, déjà, je m'étais pas mis d'objectif de place, et je m'en mets de moins en moins, parce que les niveaux évoluent tellement, il y a tellement d'élites qui vont sur telle ou telle course, et parfois qui squeeze une autre course, que moi, c'est vraiment un objectif de temps, souvent. Là, j'avais dit à ma compagne, écoute, si je mets moins de 15 heures, contrat rempli, et je serai hyper content, parce que c'est pas mon format, faut le dire, c'est quand même très roulant. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de dénivelé à l'année et peu de portions roulantes. J'aime pas forcément ça. Donc là, c'était un petit défi aussi perso, et j'ai pas été déçu. C'est quand même très roulant sur les 20 premiers, les 20 derniers, hein. Ça part à allure 3,20, j'ai regardé sur Strava, et on termine à 4,30 à peu près. Donc 7e, très content. J'avais jamais passé autant de temps en montagne avec le même coureur. Faut le dire aussi, j'ai vécu une expérience sportive.
je pense, inoubliable pour le coup avec Jonas Russi, avec qui on se suit sur chaque ultra. On fait 7 et 8, 6 et 7, on est tout le temps, hein. Et là, on a passé 14 heures ensemble, donc franchement, on est devenus potes, on peut le dire. Et sans le vouloir, 14 heures sur hein. 14h53, c'est pas mal, ouais, effectivement. Exactement, il y a qu'à la fin où voilà, il a lâché. Et on n'a pas dit tiens, on fait la course ensemble, ça s'est fait comme ça. Donc très heureux de cette course, et puis voilà, le petit clin d'œil à Courtenay qui, 1 heure avant la fin, nous passe avec un grand sourire, et c'est vraiment Superwoman, quoi. Donc chapeau à elle. C'est l'occasion de rectifier pour moi une petite bêtise que j'ai dite. En fait, c'est elle qui est 7e au scratch et toi, tu es 7e masculin. Voilà. Exactement. Et donc en 14h53, et la course a été gagnée par Andrew Simon, encore une fois. Exact. Arthur, c'est habituellement la question de podcast qui s'est retrouvée un petit peu déportée plus tard dans l'émission. Est-ce que tu pourrais te présenter? On fait les choses un petit peu à l'envers. Mais la seule contrainte, c'est que tu ne peux pas parler de sport. Alors, tu as eu le loisir de le faire un petit peu là avec ta Transgrande Canaria, et puis on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux bien nous dire de toi qui n'est pas directement lié à ta pratique sportive? Alors, il y a 2-3 aspects, je pense, qui vont être reliés à ça, mais tu vas voir, je vais éviter de parler de sport, de Je trail sens que en tu tout vas cas. feinter. Voilà. Non, mais tu vas me dire. Je suis né dans le Vercors, mes parents y habitent toujours. Donc j'ai commencé par le ski alpin à 2 ans. Voilà, comme je disais, hein, je faisais des activités beaucoup montagneuses. On a vécu dans ce cadre-là, village, avec tout le temps des amis qui venaient jouer au foot. Enfin voilà, j'étais tout le temps dehors. Et j'ai toujours adoré ça. J'ai pas eu cette période, contrairement à mon frère, où plein d'amis qui, à l'adolescence, un peu voilà, réfractaires de oh bah tiens, on sort ce week-end, on va, j'en sais rien moi, marcher, et au lieu de rester devant l'ordinateur ou la télé. Moi, j'ai toujours aimé les grands espaces, me sentir libre au final. C'était là que je me sentais libre et bien. Donc j'ai grandi comme ça. Je me suis tout de suite orienté vers un lycée sportif. Donc voilà, où j'ai fait des études. Alors pas de sport, hein, j'ai fait un bac génie et mécanique. Pour moi, à l'époque, c'était un défouloir. Mon moment de bien-être, c'était dehors. Et puis, par contre, ma vie professionnelle, je la voyais ailleurs. Et de fil en aiguille, j'ai découvert plein d'activités. Et j'en arrive à aller en sport-études, en STAPS, où là, je me dis, bah, vu que j'aime tous les sports, je vais partir sur professorat de PS. Donc voilà, j'ai passé mon master en MEF, on appelle ça métier de l'enseignement, pour devenir enseignant en EPS. Et à cette période, il s'avère que voilà, mes résultats me permettaient d'entrevoir quelque chose. J'ai vu un rêve de gosse. Plusieurs phrases ont fait écho en moi aussi. Voilà, que si on tentait rien ou qu'on croyait pas en nos rêves, forcément que ça arriverait pas un jour. Donc j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête en me disant si tu y crois pas, tu y arriveras pas. Si on m'a dit plein de fois, hein, ça, enfin faut faire prof, faut faire tel et tel métier parce que c'est stable et tout ça. Ce que j'ai fait, mais dans un coin de ma tête, ça passait pas. Et aujourd'hui, Et j'en donc, suis c'était là. quoi ton rêve de gosse? C'était d'être athlète de haut niveau? Est-ce que tu avais déjà une discipline en tête ou est-ce que c'était plutôt de l'idée de pratiquer le sport dans les hautes Alors, sphères? alors non, étant jeune, je peux pas dire que je rêvais d'être sportif de haut niveau, footballeur professionnel ou ce genre de choses. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment venu plus tard, année lycée, où en fait, bah, c'est vrai que à l'époque, je faisais sport-études natation, hein, faut le dire. C'est pas vraiment du trail, mais voilà, fallait choisir entre ski et natation en STAPS, et ça coûtait moins cher de faire de la natation, donc je me suis mis en sport-études natation, ce qui m'a appris beaucoup sur le mental, hein. Compter les carreaux de Compter les carreaux au piscine. fond de la Voilà, piscine, ouais. voilà, exactement. Non, c'est venu plus tard quand j'ai vu que dès que je me mettais à la course à pied en montagne, j'avais quand même un fort potentiel par rapport à mon volume d'entraînement qui était assez faible en course à pied. Et là, je me suis dit, ben, en fait, ça, c'est ton rêve, ce serait de pouvoir, que ce soit ton métier, en fait, de courir et que ce soit ton métier. Et ta clé d'entrée, ça a été donc plutôt de te dire, voilà là où je suis performant et où je prends plutôt du plaisir. Donc c'est là qu'il faut que j'appuie. Ça aurait pu être une autre discipline. Si tu avais été performant en équitation, en escrime, ça aurait pu aussi être une direction que tu aies pu prendre. Ah bah clairement, alors je pense tout de suite au ski alpin parce que vraiment étant jeune, j'aurais pu, mes parents m'avaient dit, hein, si on t'avait poussé au club, qu'on avait continué, les entraîneurs étaient prêts à t'envoyer en équipe de France ou ce genre de choses. Je pense qu'en ski alpin, j'ai de base un meilleur niveau
et en ski alpinisme aussi, hein, que en trail. Globalement, hein, par rapport au volume aujourd'hui d'entraînement que je produis, je suis encore presque meilleur en ski alpin qu'en trail. Donc ça aurait très bien pu être le ski alpin, mais je regrette vraiment rien parce que la discipline de l'ultra, j'écoute plein de podcasts, je me renseigne beaucoup et de mois en mois, d'année en année, je me rends encore plus compte qu'on fait la plus belle discipline qui existe. C'est pas pour être péjoratif avec les autres, c'est incroyable. Et ça, tu l'as quand même mesuré très tôt, même si c'est affirmé au gré de ton expérience et de tes performances. Est-ce que tu as qu'est-ce que tu as pressenti en tout cas de différent dans le trail? Et ben alors, là, je différencierais le trail court du trail long. Moi, c'est vraiment, je me suis porté sur l'ultra, même si je performais beaucoup plus sur des formats 50-80 jusqu'à il y a 2-3 ans. Je veux vraiment aller sur de l'ultra parce que c'est cette discipline-là que je trouve incroyable. J'ai tout de suite été attiré par la pluralité de notions dans l'ultra. Il n'y a pas que la notion de performance physique, il y a la performance mentale, il y a la performance énergétique. En fait, c'est une palette de couleurs. Il faut savoir tout gérer pour être le meilleur possible. Là, je dis pas le meilleur par rapport aux autres. Je parle d'avoir son propre potentiel et de l'exploiter à 100%. Et ça m'a vraiment passionné parce que via STAPS, le sport-études, j'ai développé comme une passion pour la nutrition, la diététique, comment fonctionne notre corps au niveau énergétique. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses dans l'ultra que je développe encore aujourd'hui. Hein. L'aspect mental, nutritionnel, c'est encore, je pense, le début. Donc c'est surtout ça. Il n'y a pas forcément d'opposition à faire et l'idéal, c'est quand même de réconcilier les deux. Mais est-ce que s'il y avait un arbitrage entre plaisir et performance, en tout cas quand tu as démarré, c'était quoi ton driver et ton moteur principal? C'était de t'amuser ou c'était plutôt de pousser le plus loin possible et au regard des capacités que tu pressentais, d'essayer d'aller voir jusqu'où ça pouvait te mener? Alors c'est super intéressant comme question parce que je pense, et j'en ai fait les frais, qu'on peut très vite s'éloigner de ce pourquoi on est venu. Sans le vouloir, parce que je m'explique. Moi, j'ai commencé avec vraiment la notion de plaisir, mais alors plaisir 100%. En performance, je suis pas de base un gros compétiteur. Je suis très compétiteur et dur face à moi-même. Ça, je suis très très dur avec moi-même. Mais par rapport à la compétition, j'ai vraiment, si j'estime avoir donné ce que je pouvais donner, je suis content. Et celui qui me double, je l'applaudis, mais fois 10 quoi. Mais par contre, j'ai très vite vu que bah voilà, je me débrouillais bien. Sur 65 kilomètres, j'arrivais à gagner des trails et que c'était ce que j'aimais faire. Où je me suis dit après, bah si tu te réinscris à un 65 ou 70, c'est là où tu es performant. Ah, faut que tu gagnes quoi, parce que tu peux le faire. Mais en fait, là, on commence déjà à plus penser en premier au plaisir. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'inscrire sur une course qui, sur le papier et sur le parcours, nous dit pas trop. Mais voilà, elle est bien placée dans le calendrier, donc bah, à la limite, j'aurais pu faire un marathon, quoi. Et c'est là où j'ai eu de la chance de rencontrer mon nouveau coach, parce que bah, moi, sur les ultras, ça se passait de moins en moins bien. En fait, parce que j'attendais un résultat. J'attendais quelque chose et j'avais perdu cette notion de plaisir du profil, plaisir d'être en montagne, de lever les yeux. Ah ouais, en fait, je suis là parce que j'aime faire ça. J'aime courir. Le résultat, c'est l'aboutissement de plein de choses. Mais déjà, d'être là à l'instant T, moi, c'est ce qu'il me fallait. Donc, il a réussi à me redonner cette notion de plaisir. Et je pense que si on prend du plaisir, on performe au niveau où on doit performer. Je suis très aligné avec ta vision, c'est intéressant. C'est la discussion qu'on avait eue avec Nicolas Martin aussi. Si tu as l'occasion de jeter une oreille à l'épisode, à l'échange qu'on a pu avoir ensemble, il lit vraiment les deux. Effectivement, à que miser sur la performance, on peut aussi se fatiguer, s'épuiser et puis mal vivre les années qui passent. Et puis la chute de performance qui est un peu mécanique et liée à ça. Arthur, je te propose qu'on revienne rapidement sur une autre de tes courses, un peu plus lointaine, mais pas tant que ça. C'est l'UTMB 2022, sur lequel tu t'es particulièrement illustré là aussi avec une brillante 7e place cette fois. Je t'avais croisé d'ailleurs dans la descente après Grand Col Ferré. J'étais avec Nicolas de Distance Plus. Bref, est-ce que selon toi, tu ressens qu'il y a eu un avant et un après UTMB toi sur ton propre regard sur
la prise de conscience et de confiance de tes capacités, mais aussi peut-être un regard plus global qui a pu porter le milieu et pourquoi pas un public même un peu plus large. Est-ce que l'UTMB, c'est forcément quelque chose à part en termes de portée? Bah oui, alors clairement l'UTMB, ça fait quand même depuis 2018 que j'y vais chaque année sur des formats de courses différentes. Parce que voilà, je trouve qu'il y a quelque chose à Chamonix. Moi, je dis toujours que quand je vais à Chamonix, c'est à chaque fois un peu plus dur d'y repartir. Parce que voilà, on se sent chez nous en tant Parce que qu'il y a plus de bouchons pour s'en aller, c'est ça? ça aussi, ouais, c'est vrai. Surtout si on prend le tunnel du Mont Blanc. Non, en vrai, j'ai l'impression qu'on est une grande famille là-bas, que tout le monde a le sourire parce que tout le monde aime faire de l'activité en montagne. Donc j'adore y aller. Et il faut dire ce qui est l'UTMB aujourd'hui, ça permet à notre sport de se développer. Voilà, on passe les débats, hein. Là, je parle uniquement de notre sport. Je pense qu'il a une portée médiatique. C'est le seul événement qui a été diffusé sur l'équipe. Donc on voit toute la portée de l'événement. Et je pense que ça permet à chaque athlète, si on sait gérer enfin, la pression médiatique, plein de choses, hein. Il y a un nombre d'élites. Enfin, je veux dire, on peut très bien se retrouver centième de l'UTMB si tous les élites sont là, hein. Et pourtant, on aura fait une très belle performance. Donc, si on arrive à se détacher de tout ça, je pense qu'on peut quand même se transcender sur ce genre de course. On est porté par quelque chose. Et cette UTMB 2022, c'est vraiment ce qui m'a apporté. C'est de voir que si on est porté par des gens au bord des chemins et tout ça, on en oublie plein de choses, sauf le plaisir. Voilà. Donc la douleur, elle part. La notion de performance part aussi quand même. Moi, il y a plein de moments où je me disais, fais ta course. Mon coach m'avait dit, hein, concentre-toi. Donc, je faisais ma course et j'ai pris un énorme plaisir à voir qu'on pouvait se dépasser comme ça et voir aussi les copains performer, hein. Moi, si tu me demandes un souvenir de l'UTMB, ce que ça a changé, j'ai fait une longue préparation estivale avec Mathieu Blanchard, chez moi à La Rosière. On a partagé plein de moments enrichissants. Qu'on peut retrouver dans le podcast de Mathieu dans mon bain, Exactement, notamment. c'est vrai, ouais, tout à On fait. t'y retrouve. Et le voir faire une performance pareille, ça inspire. Voilà, je dirais que c'est inspirant. Donc ça donne beaucoup de. J'ai hâte en fait d'y retourner pour voir si le travail établi cette année va permettre de faire mieux, en tout cas différemment que l'année dernière, et ça laisse plein de portes ouvertes. C'est top. Il te faut juste ta qualification, c'est ça? C'est pas encore tout à fait dans la poche, Ça, techniquement en tout cas. ça c'est le gros débat aujourd'hui. Ouais. En effet, j'ai même pas de Running Stone. J'ai rien pour l'instant. Donc on espérait quand même honnêtement dans le top 10, hein, on s'est beaucoup écrit. On espérait qu'il y ait au moins une opportunité pour nous de nous inscrire. On demandait pas grand-chose, mais voilà, c'est les nouvelles règles. On accepte. Une fois que c'est expliqué, on sait quoi faire. Moi, j'avais pris un peu les devants et je l'avais demandé vraiment avant décembre pour savoir comment organiser ma saison 2023. Et c'est vrai elle sera tournée sur les courses de qualification. Un peu plus tard dans l'année, au mois de novembre, tu es parti en Thaïlande et tu as le privilège d'honorer pour la première fois le maillot de l'équipe de France de trail. Est-ce que ça aurait pu être un rêve de gosse aussi? Alors ça, c'est quelque chose qui restera gravé à vie, hein. Il faut dire ce qui est. Je pense que tout gamin qui pratique un sport, si un jour enfin si quand il est petit, on lui dit tu seras en équipe de France un jour, même si c'est pour un an, hein, même si c'est pour 10 minutes, pour une course, ça donne des étoiles dans les yeux. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir décrocher cette qualification après l'UTMB. Alors oui, on était plusieurs dans ce cas-là. L'UTMB se finit fin août, les mondiaux étaient mi-novembre. On avait tous prévu de couper un peu notre saison après l'UTMB, donc forcément le corps est un peu rincé, mais on se retrouve avec tellement d'énergie en soi quand on apprend la nouvelle que finalement on a tous plus ou moins réussi notre course. En tout cas, certains ont plus performé car ils étaient plus frais. Mais c'était une aventure humaine avant tout que j'oublierai jamais. J'ai fait des rencontres, j'ai vu le staff qu'il peut y avoir sur une équipe de France. Alors on parle de trail, hein, pas de foot ou de rugby, hein, mais c'est énorme en fait. Ce soutien qu'on a, enfin je veux dire, on ne pense qu'à. C'est peut-être individualiste de dire ça, mais on pense qu'à soi.
Je veux dire, on s'entraîne, on vient, on mange et on va se faire masser, on se repose. Ça, moi, dans ma vie de tous les jours, je veux dire, ça arrive pas, quoi. J'ai jamais une seconde, je m'en plains pas, mais c'est exceptionnel, quoi. Et en parallèle, il y a beaucoup de solidarité, j'imagine, et d'attention et de soutien mutuel avec les liens que vous avez pu créer. Ouais, exactement. En plus, il y a une partie équipe dans les championnats du monde de trail. On a fait vice-champion du monde par équipe. Donc ça montre bien que c'est un sport individuel, mais aussi par équipe. Et on s'entraide vraiment tous. Je me souviens, il y a des portions où on se croisait parce que les ravitaillements étaient sur un sommet, puis on redescendait. Et on était enfin tous les 40 premiers kilomètres. Je me souviens, j'étais juste derrière Paul Matou, Thibaut Garivier, et quand on se croisait, c'était chaque fois eux, ils avaient un super mot pour moi parce qu'ils savaient que j'étais quand même cramé de ma saison. Et rien que ça, hein, ça change. Enfin, je veux dire, ça change une course, quoi. Les copains qui sont devant, ils jouent leur place aussi, quoi. Et non, c'est vas-y à fond, accroche-toi, un tel il est juste devant, c'est trop bien. On parle de cette course là qui a été extrêmement plaisante pour toi, bien qu'elle ait été difficile et que finalement elle tombe à un moment de la saison où tu n'étais pas en pleine possession de tes moyens. De manière générale, c'est quoi pour toi les critères qui font qu'une course elle est réussie? Donc vraiment les critères au sens très large, c'est quoi qui te permet de se dire que voilà qu'elle valait le coup d'être vécue? Alors aujourd'hui, plus qu'il y a 2 ans, je dirais que c'est si on a pris le départ parce qu'on avait envie de prendre le départ, réellement, c'est-à-dire intrinsèquement, est-ce que je veux faire cette course ou est-ce que je la fais pour, ça peut être les autres, ça peut être pour me prouver quelque chose, mais qui n'est pas lié à la course. C'est est-ce que je suis juste capable de faire 100 km, par exemple. Moi, aujourd'hui, et si je suis sur la ligne de départ et je me dis, OK, je voulais courir cette course, je suis là parce que je vais courir, je prends l'exemple dernièrement de la Trans-Gran Canaria. J'étais sur cette ligne de départ, OK, là déjà, j'ai réussi parce que je suis au départ de la course que je voulais faire. Et ensuite, c'est à l'arrivée, est-ce que j'ai fait ce que je savais faire? Pas plus, pas moins, avec les armes dont je disposais le jour J. On arrive, parfois on est fatigué, parfois on est en pleine forme, parfois on a tous vécu cette course où tout va bien et cette course où tout va mal. Est-ce que je suis arrivé à la fin de cette aventure? Donc j'ai passé la ligne d'arrivée et une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, je me pose toujours la question: «OK, est-ce que tu as fait ce que tu savais faire aujourd'hui?» Et si je réponds «oui», c'est que pour moi c'est réussi. J'ai une dernière question pour toi, Arthur, avant qu'on passe à notre questionnaire de Proust. Tu es aujourd'hui gendarme et militaire affecté au peloton d'autoroute de Sainte-Marie de Queen Fréjus, c'est ça? C'est Si je dis pas ça. de bêtises. Ça veut dire concrètement des semaines avec des horaires qui sont très difficiles à anticiper, des astreintes. Voilà, ça soulève évidemment plein de questions sur l'équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle et puis tes ambitions sportives. Est-ce que tu as aujourd'hui réussi à trouver un équilibre qui t'accomplisse ou est-ce qu'il y a des irritants encore ou des frustrations? Alors non, je vais être transparent, c'est plutôt très dur. Je me plains pas parce qu'on fait le choix d'être sportif de haut niveau ou non. Voilà, on vit une double vie, plus ou moins. Donc après, si on se plaint trop, faut qu'on arrête soit soit l'un, soit l'autre, mais on a ce choix. Donc non, par contre, je sais que c'est très dur, à la longue. Ça fait 3 ans, 3 ans que je suis à temps plein, donc ça représente 40 heures par semaine, avec en effet des nuits, comme ce soir, où en fait je rentre demain matin à 9 heures. Donc après j'ai une descendance de 11 heures, c'est là où je m'entraîne sur les sorties longues. Mais voilà, on a un déficit surtout de sommeil qui est énorme, parce que beaucoup de gens pensent que enfin, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, souvent on me dit: «Mais en fait tu travailles pas ou comment ça se passe?» Parce que je fais énormément de volume, j'en ai besoin aussi, c'est mon moteur dans la vie. Mais on le prend sur le sommeil, on le prend sur la vie privée. Donc aujourd'hui, on n'a pas trop de vie privée, j'ai pas trop de sommeil sur l'année quand je regarde. Donc je sais que c'est des paramètres qui sont pourtant très importants pour la performance et ça, c'est compliqué à gérer de plus en plus. Donc va falloir faire un choix. Je suis en plein projet professionnel de reconversion, enfin autre, donc je suis en train de voir pour qu'on ait une vie plus équilibrée et je pense que ça pourra que être bénéfique pour l'ultra, ça c'est clair et net. Donc là, l'idée, c'est d'allonger et de faire évoluer plutôt la partie professionnelle de ta vie, c'est ça, la sphère professionnelle? C'est ça, mais
bon, je vais voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, mais comme l'ultra se démocratise aussi, qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de sportifs pouvoir en vivre. Et à l'époque, mis à part Kylian, François, je pense à voilà ces deux-là parce que c'est ceux qu'on entendait le plus parler. Thibaut Barognan après, quelques athlètes Salomon et internationaux, les Américains. Mis à part eux, je veux dire, moi combien de fois on m'a dit ouais c'est super mais tu pourras jamais en vivre, c'est dommage. C'est pas dommage de pratiquer, hein, mais c'est dommage de pas pouvoir en vivre parce que c'est un des sports qui demande le plus d'entraînement hebdomadaire à l'année. Enfin, je vois combien d'heures on s'entraîne. C'est lourd à porter pour nos compagnons et compagnes. Donc, sauf pour mon chien qui m'accompagne 80% du temps, elle se plaint jamais, mais voilà. Merci beaucoup Arthur. Place donc au questionnaire de Proust. Je l'ai un peu spoilé là, il y a quelques instants. Question que j'ai jamais posée dans ce questionnaire, donc tu vas essuyer les plâtres, je m'en excuse. Ce que tu as appris ou ce que tu prends le plus de plaisir à apprendre dans la vie? Qu'est-ce qui te stimule et nourrit ta curiosité? Bah, je dirais qu'apprendre, si, je peux répondre à cette question parce que, en fait, j'adore, comme je te disais, je suis très difficile avec moi. En fait, j'ai une passion pour apprendre sur mon corps. J'aime apprendre de mon corps, apprendre sur le corps humain, ce qu'il est capable de faire et en fait, le mettre dans des situations pour lequel en fait le corps humain est fait et d'aller exploiter ces situations. C'est-à-dire pour ça que je fais de l'ultra. C'est que j'ai lu Born to Run, enfin des livres très inspirants qui montrent qu'on est réellement fait pour courir, fait pour marcher longtemps et tout ça. Donc je me suis tout de suite dit, ben, si on est fait pour ça, moi mon corps, il est fait pour ça. Et je veux voir si vraiment ça fonctionne. Si bah ouais, je peux faire un ultra, je peux faire plus qu'un ultra, je peux faire et je m'étonne à voir que je pense que c'est grâce aussi à mon coach, mais je me blesse quasiment jamais. J'ai jamais eu de vraies blessures, du moins, mis à part des contractures, des petites, des inflammations, j'ai jamais rien eu d'autre. Et c'est vraiment ça ouais, je prends le plus de plaisir à apprendre, c'est comment mon corps peut réagir et jusqu'où il peut aller. Deuxième question, tu en as peut-être parlé déjà précédemment, un moment qui a changé ta vie pour toujours. Ah alors oui, j'en ai un peu parlé et je pense que c'est vraiment alors je pourrais pas dire si c'est un jour, si c'est un mois ou autre, mais c'est ce jour où je me suis dit que bah, personne n'était né champion. Je pense que c'était en STAPS. Honnêtement, je pense que c'était au lycée quand j'ai commencé à apprendre la physio, l'anatomie, le corps humain. Et je me suis dit, mais en fait, personne n'est né champion. Alors oui, on a une part d'inné et il y a une part d'acquis, mais la part d'inné est tellement faible et ça donne juste un petit coup de pouce à celui qui va se dire, ah bah en fait, ouais, il est bon sur un vélo parce que bah il a cette petite part d'inné. Et ben en fait, il va continuer sur du vélo. Mais si un gamin à 3 ans ou à 5 ans, on le met sur un vélo, il va être aussi bon que l'autre, alors qu'il n'avait pas d'inné. Donc je me suis dit ça, je me suis dit, mais en fait, on n'est pas né champion. Ceux que je vois à la télé et que j'adore, et ils ont juste travaillé en fait. Et ils se sont même pas posé la question, moi je suis un champion, je vais le rester, je vais le devenir. C'est, je vais travailler et on va voir où ça va arriver, mais j'aurai pas de regrets. Et je me suis dit en fait ça jusqu'à, je me le dis encore aujourd'hui, hein, c'est ouais alors faut être très discipliné, ça c'est sûr, mais le travail payera toujours. Et je reste optimiste là-dessus, c'est qu'il y a des hauts, des bas, mais plus on bosse, plus il y a de chances d'y arriver. Donc c'est vraiment ce moment, je pense, qui a changé ma vie parce qu'on a beau me dire après quoi que ce soit, j'étais persuadé que au fond de moi, quand il pleut, qu'il fait un temps exécrable, si j'y vais, déjà je reviens toujours avec une banane pas possible. Plus les conditions sont terribles, plus je suis heureux d'y être allé. Mais je me dis, eh ben là, toi tu y es allé, peut-être que d'autres y sont pas allés, et c'est ça qui va faire de toi le futur toi en fait. Très beau. Dernière question pour toi Arthur, l'émotion que tu gères le moins bien. Ah, encore aujourd'hui. Si on me le dit, Moins simple pour toi à ouais, si gérer. on me le dit souvent. D'ailleurs, c'est mon coach et ma chérie qui me le disent souvent. Suite au retour que je fais d'ultra ou c'est surtout sur les courses, je dirais que c'est la peur de décevoir. La peur de décevoir, mais pas de me décevoir, de décevoir les autres. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, moi, me décevoir, je pense que
pourrais plus vraiment me décevoir si je prends le départ d'une course parce que je sais que mentalement, je vais au bout, sauf si j'ai une grosse blessure, sauf si je suis incapable d'avancer, je sais que je terminerai la course. Et si je la termine en 35 heures, eh ben c'est que il sera arrivé plein de choses et que j'aurais pas pu faire mieux. Par contre, décevoir les autres, ça c'est encore quelque chose, une émotion qui vient de temps en temps sur les moments de faiblesse où je vois que je me fais doubler ou que ça va pas. Il y a un problème, moi je l'accepte, mais ceux qui sont à l'extérieur, ils vont voir le chrono défiler et ils se dire bah non, s'il est pas là, ouais, il avait prévu de mettre 15 heures, il va en mettre 20. Et ça, moi, je me dis toujours, eux, ils sont là, ils sont derrière leur téléphone, ils attendent que moi je fasse quelque chose de bien. Et je sais qu'ils me le disent, hein, on sait que tu donnes le meilleur toi-même, mais moi j'ai peur de les décevoir, parce que je sais qu'ils mettent beaucoup d'énergie à me suivre, surtout ma chérie qui est là tout le temps, à chaque course. Et voilà, c'est Et con, ton mais chien qui est là aussi 80% du temps? exactement. Alors, elle, j'ai pas trop peur de la décevoir parce que, en fait, si je m'arrête, je la vois, elle s'amuse dans la neige, à l'entraînement, ça c'est pas un problème. Mais non, c'est plus ce sentiment d'être un peu redevable, de bien faire, quoi. Voilà, de mon coach, j'ai envie de lui rendre l'appareil et ça, faut que je travaille sur moi parce que c'est pas forcément, faut être un peu individualiste, penser qu'à soi quand on court pour être dans cette bulle. Et peut-être se dire aussi que eux ont la même grille d'appréciation que toi, qui est de se dire que si tu as fait le mieux possible ce jour-là avec tes armes, c'est en soi, tu as accompli ta mission, quoi. Et que tu sois 7e ou 13e, finalement, c'est peut-être pas là le sujet qui peut être fier de toi de la même façon. J'avais Exact. Stéphane Diagana l'autre jour avec qui j'ai changé, qui disait parfois, moi j'ai eu des troisièmes places qui ont été, ou des quatrièmes places qui ont été exceptionnellement fortes et des réussites pour moi, et puis des premières places ou des deuxièmes places qui ont été des illusions, quoi, qui étaient parce que c'était pas la façon dont il imaginait réussir ce jour-là, ou qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a livré, quand bien même le résultat était là, quoi. Non, exactement. Mais je trouve que c'est délicat parce que il y a que nous qui sommes dans notre propre tête avec nos émotions. Et parfois, nous, on a beau être hyper heureux d'une place, il faut arriver à faire transparaître cette émotion, ceux qu'on aime, enfin même le public ou autre. Et c'est vrai que pour ça, bah, le bon résultat, je veux dire, il n'y a pas besoin de l'exprimer, ça se voit tout de suite. On arrive, on avait dit qu'on voulait faire moins de 15 heures, on fait moins de 15 heures, ils savent c'est ouvert, quoi. Donc parfois, voilà, c'est plus, on aimerait que les gens puissent rentrer dans notre tête et puis se dire, ah ouais, en fait, il est super content et bah, on est super content pour lui et tout va bien, quoi. Merci Arthur. On va maintenant parler de ta course épique qui va nous intéresser aujourd'hui, ton échappée belle 2020. Je vais en planter le décor très brièvement. Donc cette course, elle a été créée en 2013. Elle a lieu chaque année au mois d'août dans les Alpes. Il y a 4 formats qui sont proposés, le 21, le 62, le 84 et le 144 km qui est l'épreuve Rennes. L'intégrale, c'est une traversée technique et exigeante de part en part du massif sauvage de Belledonne. Ce magnifique tracé donc de 144 km, je l'ai dit, et 11 100 mètres de D+, un beau petit morceau. Tu confirmeras, je pense. Fait évoluer ses coureurs de sommet en sommet sur des sentiers techniques allant de 250 mètres à 2950 mètres d'altitude et offrant une vue imprenable sur les sommets enneigés. Le départ de la course est donné à Visil, en Isère. Elle sillonne ensuite des cols emblématiques tels que la Croix de Belledonne ou le col de Mortan avant d'atteindre Aiguebelle en Savoie. L'échappée belle offre à ses participants l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir une trentaine de lacs d'altitude, des forêts, des crêtes panoramiques, des pierriers, des glaciers et pour les plus chanceux d'apercevoir chamois ou bouquetins. Je ne sais pas si tu en avais aperçu lors de ton édition, oui? Oui, j'ai eu d'autres choses, on verra après aussi. Tu vas nous raconter tout ça. Voilà, l'échappée belle, donc c'est 90% de monotrace sur des sentiers escarpés, 15 cols et 40 km à plus de 2000 mètres d'altitude qui doivent être franchis avant d'arriver au terme de cette aventure. Le record de la traversée est détenu par un certain François Den en 23h55 et les derniers finishers franchissent habituellement la ligne en un peu moins de 56 heures. Voilà, comme on le dit souvent de cette course, ici on sème avec courage et persévérance et on récolte de l'émerveillement. Et je pense que tu en as récolté pas mal. Tu vas nous raconter tout ça voilà, très, très prochainement. On touche au but. Mais avant ça, Arthur, c'est le moment qui fâche. C'est la question qui pique. Je pense que tu connais le podcast, donc tu vois à peu près de quoi il s'agit et à quelle sauce tu vas être mangé. Je l'ai dit, l'échappée belle plante son décor dans le massif de Belledonne. Et une Belledonne, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à un joueur de poker. Je vais donc te poser 3 questions sur ce jeu de cartes bien connu, sous la forme d'un vrai-faux. Est-ce que tu connais, est-ce que tu sais un peu jouer au poker ou pas du tout? Alors j'ai joué au poker dans le sud pendant mes vacances d'été, mais je pense que ça se compte sur le doigt d'une main. Alors on va voir si j'ai des souvenirs ou pas. Parfait.
On va voir si t'as une bonne main, justement. C'est un langage de poker. Non, mais il n'y a pas besoin en réalité, il n'y a pas besoin de connaître les règles. Donc, tu vas voir, c'est très, très ouvert. La première question, donc tu vas me dire si c'est vrai ou faux selon toi. La joueuse de poker norvégienne Annette Obrestad a remporté un tournoi en ligne réunissant 180 joueurs en ne regardant son jeu qu'une seule fois sur l'intégralité de la durée de la partie. Est-ce que c'est vrai ou faux selon toi? Ça me paraît impossible, mais en général, ce genre de questions impossibles, c'est possible, donc je dirais que c'est vrai. Absolument, sans trucage, effectivement. Elle a regardé seulement ses cartes une seule fois, donc il y avait 180 joueurs. Le seul moment où elle a regardé, c'est quand un de ses adversaires a fait un all-in. Voilà, l'idée c'était pour elle de montrer plus qu'il est important de regarder l'expression des joueurs qui sont autour de la table et leur position plutôt que de vraiment se concentrer uniquement sur son jeu. En tout cas, ça lui a porté chance ce jour-là. Et elle a gagné le tournoi en regardant une seule fois ses cartes. Excellent. Ça commence bien, Arthur. Deuxième question pour toi. Kylian Jornet a financé l'achat de son premier dossard à l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Brelan, après avoir gagné un concours de poker en ligne. Bon, ça, je pense que c'est pas vrai, mais dans tous les cas, j'aurais dit que Salomon déjà était sur l'affaire Kylian et qu'il l'avait possiblement un peu aidé parce que j'ai lu tous ses bouquins et je sais qu'il performait déjà très très fort sur les formats plus courts comme Sierzinal ou autre avant, donc je dirais faux. Ouais, c'est faux. Mais bon, c'était pour le petit jeu de mots du Mont Brelan. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bravo, 2 sur 2. Dernière question, pas facile, tu vas voir. La partie la plus longue de poker a duré 8 ans. Ah punaise, il me semble avoir lu quelque part et je crois que c'était faramineux. Mais alors est-ce que c'est 8, 6 allez, pour le côté ultra trail, je dirais que c'est vrai. Et tu as raison, bravo. C'était dans un sous-sol de théâtre. L'inscription, c'était $1000. Et donc voilà, les joueurs ont joué pendant 8 ans. Ça paraît invraisemblable, mais il y a une fiche Wikipédia qui explique tout ça. Et ça a été joué en continu. Donc la partie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entre 1880 et 1889. Et on estime qu'il y a $10 millions qui ont tourné en tout pendant toute cette partie-là, qui ont circulé pendant cette partie. Et voilà, ça s'appelle la Birdcage, le nom de cette partie, si vous voulez en savoir plus. Bravo, on peut dire que tu es un as de la question qui pique quand même, Arthur. Je sais pas, mais en tout cas, chapeau mentalement à ces joueurs. Hein. Je pense que ils sont prêts pour faire toute. Je pense qu'ils avaient des bons ravitaux, à mon avis. C'était dans un petit saloon, il y avait ce qu'il faut pour tenir le choc. Arthur, je vais te laisser carte blanche maintenant, puisque c'est le moment pour toi de partager ta course épique. Pour remettre en contexte, parce qu'on a un peu tendance à oublier cette période, mais je l'ai mentionné, la course a pris corps en 2020, qui était une période délicate en raison du Covid. Est-ce que tu peux nous parler du contexte qui était aussi assez particulier pour toi, et notamment ce premier semestre 2020? Exactement. Donc, pour revenir sur le contexte, ouais, c'était en 2019 que je crois que le Covid, ou tout début 2020, hein, que le Covid s'est déclenché. Mars 2020, premier Mars confinement. 2020, Ouais. exactement. Et en fait, depuis le 19 décembre 2019, j'étais en école de sous-officier de gendarmerie pour ma formation, justement. Parce qu'avant, j'étais à temps plein à La Rosière, à station à 1900 mètres d'altitude, où j'étais saisonnier. Donc, je pouvais m'entraîner vraiment comme je voulais en haute altitude. Voilà, je me retrouve en école de sous-officier à Dijon, où on me dit très clairement, les entraînements, vous oubliez, le sport de haut niveau, vous oubliez. Bon, je demande juste si je pourrais courir un petit peu. On me dit oui, avant le petit déjeuner et le lever qui est à 5h15. Donc, par contre, faut trouver quelqu'un pour vous entraîner. Donc moi, forcément, je suis un peu débité parce que dans ma compagnie de 100 élèves, je suis le seul qui court et personne n'est prêt à se lever à 4 heures du matin pour aller s'entraîner. Bon, ça m'avait mis un petit coup au moral et je savais qu'il me fallait un petit objectif quand je rentrais à la maison pour m'entraîner ou autre parce que sinon j'allais vraiment tout perdre. Donc voilà, je regardais les courses, je m'étais inscrit sur plusieurs courses qui une à une s'annulent à cause du Covid. Donc période un peu dure et je vois que l'échappée belle se maintient. Donc je me dis c'est l'occasion en fait parce que toutes les autres années je prévoyais de faire une course de l'UTMB. Finalement, c'est un mal pour un bien, on va dire, même si c'était quand même une période très dure pour tous les sportifs et toute la population en général. Je me dis voilà, c'est l'occasion, je vais faire l'échappée belle. L'année où finalement je vais faire le moins de dénivelé, de kilomètres, d'entraînement, de tout ce qu'on veut, je vais faire la course réputée comme la plus dure en France. Donc sacré challenge. Et il s'avère que donc de décembre jusqu'à juin, je vais m'entraîner. Alors faut pas qu'ils écoutent, mais
Je m'entraînais. On va biper Ouais, ton message. exactement. J'avais pas le droit, mais j'allais m'entraîner tous les matins de 4 heures à 5 heures sur la piste en terre battue qui était à côté de mes logements en caserne, avec la frontale. Quand je voyais passer la garde, la patrouille de garde, j'éteignais la frontale, je me suis pris un petit bosquet. Donc j'essayais d'être à ce niveau-là quand la voiture passait, quoi. Hop. Opération Non, camouflage. tout à fait, ouais. Pour pas qu'il passe le mot, on a vu quelqu'un qui trouve, quoi. Donc j'ai fait Il ça. lâchait pas les Doberman dans ces cas-là? Ouais, ouais. Enfin après c'est plus on écrit, ils font attention à qu'on soit bien dans notre chambre. Donc je voulais pas ça. J'ai réussi à le faire et donc voilà. Je pars en juillet pour aussi un défi, comme il y avait plus de courses, de défi d'aller-retour au Mont Blanc avec mon ancien coach. On voulait établir un record depuis chez nous. Voilà, pendant ma période de vacances, je fais ça pour m'entraîner aussi pour l'échappée belle, pour me donner un peu de force et de motivation, me dire en fait je suis encore bon pour faire de l'ultra. Mais contexte très dur, ouais, parce que j'avais pris 8 kilos pendant ces 8 mois d'école, à plus trop faire de sport, hein. C'était à coup de 40 minutes, 50 minutes par matin, et puis on mange hyper mal. J'avais plus de sommeil, je dormais 4 heures par nuit. Donc voilà. Aujourd'hui, je regrette pas parce que ça m'a forgé un mental peut-être plus fort, mais c'était pas marrant. Donc voilà pour le Et contexte. peut-être pas forcément idéal, peut-être au regard aussi des ultras que tu avais couru en 2019, qui était en l'occurrence la TDS et puis la Diag, sur laquelle c'est pas bien passé. Donc tu avais aussi un déficit de confiance peut-être lié à ces dernières expériences en course. Exactement, exactement. Donc c'était aussi quand j'ai fait ce défi d'aller-retour au Mont Blanc, c'était avec mon ancien coach. J'avais déjà changé. On est resté très amis, hein, mais je veux dire, j'avais eu besoin de trouver quelqu'un qui allait me permettre de retrouver confiance en moi, de plus être sur cette notion de d'entraînement via des modèles athlétiques, voilà, qui sont basés sur la vitesse, sur la VO2 max, sur plein de choses, mais plus sur des ressentis d'effort, sur reprendre plaisir. Le plaisir vient et donne la performance. Toutes ces choses-là. Donc voilà, je suis parti avec Eric Lacroix et ça a été la première course et le premier ultra qu'on a fait ensemble où il m'a dit c'est simple, je veux juste que tu retrouves plaisir à courir l'ultra et après on travaillera. Donc là, ce que je veux, c'est que tu termines la course et on débriefe après. Toi, c'est un discours que tu es en capacité de recevoir à ce moment-là. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait un reboot et que tu remettes tout ça à plat et retrouver ce goût et ce plaisir-là, c'est une nécessité absolue, ou est-ce que c'est un peu contraint que tu te dis qu'il va falloir que tu revoies un peu peut-être ta façon d'apprendre tes courses, où d'habitude tu pars plutôt à bon train et t'es aux avant-postes, etc. Là, de peut-être de pas te cramer. Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes parce que pour toi, c'est clair que ça peut pas être autrement? Bah, sur le moment, je l'accepte totalement parce que, en fait, il me met face à moi-même et il me fait comprendre que j'ai transformé une pratique qui me passionnait, être en montagne parce que ça me fait du bien, parce que voilà, je regarde pas le temps de course, je regarde pas tout ça, je prends plaisir, à une pratique, on a appelé ça une pratique autodestructrice, c'est-à-dire que je me donne à fond sur mes entraînements, je fais tout à fond, je pars sur un ultra avec pas assez d'entraînement, mais j'y vais à fond parce que il faut que je sorte cette rage qui était en moi à l'époque, parce qu'on me privait en fait, j'avais l'impression qu'on me privait de faire ce que j'aimais et je demandais rien à personne, juste pouvoir m'entraîner et que ça on me l'enlevait. Donc il y en a ils vont dans la nourriture, ils deviennent boulimiques ou autres. Ben moi c'était boulimique de sport à intensité quoi. Et je gérais plus du tout mes courses comme il fallait. Donc là, le discours qu'il a eu, je me suis tout de suite dit, c'est un scientifique qui me parle et c'est lui dont j'avais besoin. Donc je vais l'écouter et puis on va voir ce qui se passe par la suite. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette échappée belle? Comment est-ce que tu projettes la course au regard d'un certain nombre d'incertitudes, au regard du dénivelé que tu mentionnais qui est très important, particulièrement en tout cas sur cette course? Voilà, est-ce que c'est quoi les zones d'ombre, toi, tes envies? Enfin, qu'est-ce que tu imagines que tu vas vivre avec cette course? Alors la première chose, je me souviens que je me suis dit, c'est j'ai bien fait de m'inscrire sur l'échappée belle parce que c'est une course de cœur. Je suis né dans le Vercors, mais j'ai fait énormément de randonnées en Beldon. On a fait, je pourrais pas dire un nombre de refuges dans lesquels on a dormi avec mes parents en Beldon. Donc je connaissais quasiment tout le parcours, juste sauf la fin que je connaissais pas. Donc hyper heureux et excité comme un enfant de me dire en fait je vais repasser par des sentiers que j'ai empruntés où j'avais
11, 12, 13, 14 ans. Et ça, pour le coup, j'avais totalement sorti l'aspect performance de ma tête. Et je pense que ça, pour le coup, l'année Covid a permis aussi ça. C'est que on était tellement heureux qu'il y ait une course qui se maintienne que tous, hein, on en parlait. Hein, on disait, mais en fait, là, moi, ce que je veux, c'est finir parce que j'ai pas le droit d'abandonner. Sinon, il y a plus d'autres courses dans la saison. Je vais être trop déçu. Donc, ça a changé aussi les mentalités. Et moi, ça m'a conforté dans l'idée. J'ai bien fait de partir sur cette course. Et ce que je veux, c'est vraiment me redécouvrir. Arthur, on est le vendredi 21 août 2020. Là, tu t'en es pas rendu compte. Il est bientôt 4 heures du matin et le départ va être donné. Est donné d'ailleurs. Tu pars à ton rythme sur les premiers kilomètres de course. Tu arrives à la Croix de Beldon qui est au kilomètre 34, qui est l'occasion de faire un premier état des lieux. Qu'est-ce que ça annonce de ta course? En tout cas, ces toutes premières dizaines de kilomètres de course. Qu'est-ce qu'elle te laisse supposer de ce qui t'attend et de ton état de forme? Ah bah franchement, je le savais un peu dès le début, mais je me sens lourd, je me sens, voilà, ça, c'est pas fluide. Donc je me dis tout de suite, bon, il va vraiment falloir prendre ton rythme, faire les choses comme elles viennent, mais surtout pas te focaliser sur les autres, sur quoi que ce soit, parce que sinon c'est foutu, quoi. Faut reprendre ta pratique d'il y a 4 ans, voilà, je suis dans le peloton, je fais ma vie, et puis on verra ce qui se passe après 20 heures d'effort. Il faut dire que j'avais jamais couru aussi autant de temps, et donc c'était une découverte. Donc voilà, je croise, faut savoir que la Croix de Beldon, il y a une portion, en gros, c'est une petite demi-heure où on monte à la croix, au pic de Beldon, et on revient par le même itinéraire. Donc on voit les coureurs qui sont 25-30 minutes devant. Donc en fait, je retrouve les gars avec qui normalement je suis, Cédric Chavet qui gagne l'épreuve, Hugo Ferrari et son frère, où ils me disent bon courage, quoi. Donc bon, petit coup au moral, mais voilà, je sais que je retrouve des sentiers que je connaissais il y a longtemps. Mon père était monté à un refuge, j'allais le voir. Donc je positive quand même assez bien, pas de blessures. Le parcours est fabuleux. Donc bon, T'as un copain qui est avec toi aussi, que tu retrouves à peu près un peu après le 35e? ouais, un petit peu après quand même, hein. Ça, on va voir, mais Ouais. ça va être long. Ouais. Donc non, à ce moment-là, je suis avec des coureurs qui voient le trail comme moi je dois le voir. C'est-à-dire je me souviens, on passe devant un lac qui commence à faire super chaud. Bon allez, on se prend un kiff, on saute dans le lac, quoi, tout habillé, parce que voilà, on n'est plus trop sur la notion de performance et de temps, mais de plaisir. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et non, Il y c'est en a un pas. qui propose un barbecue, tu lui as dit ok, on reste une petite heure, j'ai de la mayonnaise, c'est parti. Ouais, si je digérais correctement un peu tout, j'aurais pas dit non, mais là, c'était me tirer une balle dans le pied, quoi. Donc non, jusqu'au 65e kilomètre, là où on a le droit justement au pacer, j'arrive à faire ma vie et finalement au niveau du classement, je m'en rends pas compte, mais je suis quand même encore dans les 20, je crois que je suis 21e ou 22e au 65e, là où il y a le plus de casse. Donc jusque-là, franchement, plutôt étonné de la façon dont je fais ma course avec le peu de volume que j'avais. Là, tu es avec ton copain Sébastien Chéniaud que tu avais retrouvé un peu plus tôt, qui te dit que lui, justement, il va être de ceux qui lâchent à ce juge de paix quel kilomètre 65 où habituellement un certain nombre de coureurs drop. Et puis finalement, il repart. Et toi aussi. C'est ça. Alors moi, j'écoute vraiment pas ces discours-là. Enfin, je les entends, mais je les prends pas pour moi parce que je sais que j'ai pas le droit en fait d'arrêter. Donc qu'on me dise ah c'est dur, moi là je suis cramé, je vais peut-être arrêter. Je veux pas l'entendre parce que moi j'ai juste pas le droit, quoi. Je me l'interdis. Donc en effet au 65e, c'est là où la plupart des coureurs élites et les autres aussi, je suppose, retrouvent leur pacer, ce qui permet quand même une grosse aide mentale et pas physique parce qu'il nous pousse pas, mais ça fait oublier quand même plein de choses. Finalement, il repart. Alors je me souviens Aubin Ferrari qui, je crois qu'il s'était blessé au genou, il peut pas repartir. Donc là, je repars en plein cagnard et je me souviendrai toute ma vie de cette montée suivante parce que Kilomètre oh 70. là là, elle fait 1000 mètres, hein, pas bien plus. Mais alors plusieurs choses, c'est que je repars tout seul alors que je vois mes potes qui sont deux, enfin accompagnés de leur pacer, qui discutent et tout. Et en fait, je vais prendre la plus grande leçon d'humilité de ces 4 dernières années de sport, quoi.
Je passe, je crois, de 24e à 51e sur 1000 mètres presque de dénivelé, sachant que ça doit faire 3 ou 4 kilomètres. Et je me souviens, là, je me dis, en fait, là, faudrait que t'abandonnes. Enfin, les autres courses, t'aurais abandonné là, quoi. Et là, je sais que j'ai pas le droit, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, il faut que je les monte, ces 1000 mètres, et je décide de les fractionner en 10 fois 100 mètres de dénivelé, parce que dans la tête, ça passe plus vite. Et voilà, je regarde ma montre, je fais 100 mètres de dénivelé, je m'assois sur un caillou, j'arrive plus à m'alimenter, enfin voilà, c'est le moment pas bien qu'on a tous connu. Sauf que là, ça dure, je sais plus, faudrait que je regarde, je pense que j'ai dû mettre 3 heures à monter. Je vois passer des coureurs, c'est pas pour dénigrer, mais de peloton qui ont parfois 30, 40 ans de plus que moi, j'ai l'impression. Et je me dis, mais t'es naze, quoi. T'as 25 ans, tu t'entraînes quand même beaucoup, même si cette année tu t'es pas beaucoup entraîné. Mais t'as pas le droit, en fait, d'être là assis sur un caillou. Eux, ils marchent vite, ils te disent courage. Ils vont sûrement mettre 50 heures à terminer, mais eux, ils sont là, quoi. Donc, ben, il faut le faire. Je monte. Et je pense que ça a bien duré 3 heures parce que je me souviens m'être dit que après 2 ou 3 heures de pas bien, ça pourrait jamais revenir. Et finalement, j'arrive à ce petit ravitaillement de fortune au sommet des 1000 mètres et je pensais plus pouvoir avancer. Et en fait, en discutant, je me souviens avoir retrouvé 3-4 coureurs. On dit, bah allez, on repart ensemble parce que là, on est tous quand même bien attaqués. On discute et puis ça y est, ça repart doucement, quoi. Donc j'arrive jusqu'au, je crois que c'est au 80e où je retrouve mon pote. Tant bien que mal, quoi. Là, c'est quand même pas facile, mais j'y arrive. Tu as le plaisir de retrouver ton pacer au Glésin, donc au kilomètre 80. Est-ce que tu peux nous parler de vos retrouvailles et puis surtout les moments qui ont suivi avec un autre sacré morceau et une montée de près de 1500 mètres qui vous attend entre le kilomètre 80 et le kilomètre 86 et puis une nuit, je crois, qui commence à se profiler de façon imminente? Exactement. Alors cette portion, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier, parce que comme tu dis, c'est la plus longue montée si je ne m'abuse de la course, 1500 mètres. Ça finit par un passage en col, mais magnifique, hein. Il y a des bénévoles là-haut qui ont fait déjà bien la bringue, je me souviens. Ouais, non mais c'était exceptionnel, un super moment. Mais je m'en souviens surtout parce que un de mes meilleurs potes me récupère. Bon, c'est pas un super moment pour moi, ça va un peu mieux, mais c'est quand même, franchement, je me demande comment je vais finir. Mais je me pose pas tellement la question. Voilà, je suis juste content de le retrouver. On repart à deux, ça va quand même un peu mieux. Je me souviens, je suivais ses pieds à ce moment-là, parce que la nuit commençait à tomber, donc voilà, je suivais ses pieds, ses pieds. Il mettait le rythme et moi je suivais. En fait, on reprend pas des places, hein, on se maintient à cette même position. Je me souviens pas avoir doublé de coureur, mais au moins on avance. Et il faut savoir que c'est 1500 mètres pour ceux qui ont déjà couru l'échappée belle. C'est un peu là où les photos souvent sont prises de jour pour montrer le parcours. C'est des énormes blocs de rochers blancs, marrons, enfin voilà. Mais c'est énorme, quoi. Je veux dire, c'est impossible de courir à ce moment-là. Donc, elle dure une éternité, cette montée. Et je me souviens, cette nuit-là, il y avait beaucoup d'étoiles. Et c'est là où j'ai commencé donc à avoir des hallucinations. La première chose, c'est que j'étais persuadé que le sommet de la montée, ça mon pote l'a compris plus tard, hein, mais que moi je voyais les étoiles en haut et je lui disais mais c'est super loin, on va jamais y arriver, quoi. Il disait si c'est pas tant loin que ça et tout. Mais au bout d'un moment, en fait, quand on était au sommet, moi je lui ai dit ah mais c'est encore super loin. Il a compris que moi les frontales pour moi c'était les étoiles, quoi. Euh, donc Effectivement, ça fait un bon petit forcément ouais, dénivelé. on serait jamais arrivé. Bon ça c'était vraiment tout petit, hein. Mais je me souviens, il a aussi compris que ça y est, ça partait en cacahuète quand je lui disais mais t'as vu tous les patous qu'il y a, franchement c'est dingue. Moi j'adore les chiens, hein. Donc j'en ai pas peur, mais je lui disais ça. Alors au début il se dit bah moi je les ai pas vus moi. Et en fait bah, c'était tous les rochers blancs qu'on passait vraiment à 2 mètres d'eux. Pour moi c'était un patou super sympa qui me regardait comme ça avec la, la bouille avec un grand sourire, quoi. Donc j'étais tout content. Sauf que non, c'était pas ça. J'étais vraiment claqué. Comme je l'ai dit, ça faisait, je pense là à ce moment-là, depuis la fin de journée, je m'alimentais plus. J'arrivais que à manger des compotes de pommes. Donc voilà, peu de calories. Je pense que ça a joué aussi. Et donc avec la frontale, les gros cailloux blancs étaient des patous. Et plus tard, après le col, on redescendait et c'est très vite une forêt, très beau passage. Et là où
on perd les rochers blanc-marron, on passe sur des souches d'arbres coupées. Et en fait, là pour moi, c'était des singes assis comme ça, qui me regardaient sans rien dire, des gros singes. Et je lui Ils dis t'encourageaient ça. pas un petit peu, non? Alors non, de mémoire, ils étaient vraiment stoïques, quoi. Et là, c'est marrant parce que je me souviens de l'avoir dit à mon pote, mais en connaissance de cause, c'est-à-dire je lui ai dit, ah, là, Guillaume, tu sais que je vois des singes, je vois des singes. Je m'approchais de la souche d'arbre coupée là, à 50 centimètres, puis ça redevenait une souche d'arbre parce que je me disais, le cerveau est quand même pas bête. En Beldon, il y a des bouquetins, il y a des chamois, il y a des patous éventuellement, mais pas de singes, quoi. Lui là, il rigolait juste, il répondait pas trop à ce que je disais, mais arrivé au kilomètre, je crois que c'était au centième, si je dis, ouais c'est ça, c'est au À centième Super kilomètre, Collet, le kilomètre 100. ouais, exactement. Là on a retrouvé ma chérie et je me souviens, il lui a direct dit bon là faut qu'il aille dormir. Euh, donc moi j'ai suivi, hein. J'ai pas demandé à repartir tout de suite. T'as pas eu le choix, surtout c'est ta compagne qui te l'a imposé, tu peux nous le dire? Exactement. Non, elle me connaît quand même mieux que je me connais. Donc j'étais un peu palo. Et là, elle me dit écoute, t'as jamais fait ça, mais il faut que tu dormes. Donc il faut que tu fasses une petite sieste. Tu vas dormir, je te réveillerai. Donc elle me met sur un matelas. Il y avait c'est bien là-bas, il y a des tentes où on peut dormir sur des lits de camp. Donc je dors 20 minutes, entre 20 et 30 minutes, parce qu'elle sait que moi mes siestes, ça doit pas dépasser 30 minutes. Donc je m'endors tout de suite, hein. C'est incroyable. Comme une souche. Oh là là, comme une souche. Et là, elle me réveille. Pour moi, c'est impossible que je reparte. Je tremble de partout. On est en pleine nuit dans Beldon à 2000 mètres d'altitude. Enfin, alors je me souviens, il y a un feu de camp. Et elle me dit, bon allez, maintenant, t'es réveillé, il faut repartir. Faut pas se poser la question. Elle a raison, hein, faut que je reparte. Donc elle me met une petite tape au cul. Paf, allez. Sauf que moi, intelligemment, je prends à droite, puis je vais me mettre au bord du feu, quoi. Comme quelqu'un qui se réveille d'une soirée à 3 heures du matin parce qu'il était complètement mort, bah ouais, il veut être tranquille, quoi. Donc je me cache en fait et je me mets au bord du feu, je me réchauffe, hop, elle me voit. Punaise. Heureusement hein, au final, hein, parce que sinon je serais pas reparti. Donc hop, elle me dit non, il faut repartir là, tu repars. Donc je repars. C'est la première fois de ma vie que je dormais en course. J'avais jamais fait plus de 25 heures de course, hein. Je crois que c'était sur la Diag où j'avais bâché à la 20e heure ou 22e heure. Donc déjà une belle expérience, savoir ce que c'est que dormir en course. J'ai pas refait depuis, mais je repars. Ouah, c'est horrible. Franchement, la première demi-heure, c'est terrible. Je me souviens avoir vomi tout le repas que j'avais mangé une demi-heure avant, tellement la tête elle tourne. On sait plus où on est, pourquoi pourquoi on est transpirant, les bâtons. Et ouah, ça, franchement, c'était très dur ce moment. Mais je repars, un pied devant l'autre. Et là, je me souviens que c'est cette portion où je finis avec le lever du jour, si je dis pas de bêtises, sur une crête où je suis tout seul, il se met à pleuvoir. Et là, je sais que pas bien longtemps après, il y a un autre ravitaillement, je crois que c'est au 120e, donc il y a quand même 20 km, ouais, c'est assez long. Mais en gros, quand je les revois, il fera jour. Et, et franchement, je sais pas ce qui s'est passé là. Mon corps, je pense que c'est le corps humain qui est fait comme ça, mais il a fait un reboot de tout ce qui s'était passé la veille. Alors avec le peu d'énergie que j'avais, hein, je suis pas reparti frais, hein. Mais voilà, j'ai commencé à pouvoir courir, à pouvoir un peu m'alimenter. Et là, je me suis dit ouais, mais en fait, peut-être que je vais pouvoir finir la course et ça va être cool. Donc j'arrive au 120e avec plus d'avance, bon beaucoup de retard, mais plus d'avance que ce que prédisait Lifetrail. Donc mon pote qui m'avait lâché au 100e pour me récupérer au 120e était avec C'est un pacer alternatif un peu, c'est ça? Exactement, il était pas assez entraîné pour tout faire. Là il me retrouve avec Et là, ma ils te chérie. voient arriver avec la grosse banane, trop facile. Il y a un switch total. Exactement, ils comprennent pas. D'ailleurs ils me le disent, hein, je me souviens très bien, j'arrive et tout, et ils me disent mais en fait on t'attendait pas avant 1 heure et demie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur fais bah je sais pas, ça commence à revenir.
Est-ce que tu penses que c'est le sommeil et donc c'est plutôt les conditions physiques dans lesquelles tu es qui fait que tu retrouves ce nouvel élan, ou est-ce qu'il y a aussi quelque part joue cette idée de se dire qu'il n'y a pas d'enjeu de place, de position et que tu vas quand même relativement à ta main? Est-ce que cette espèce d'apaisement psychologique contribue aussi au fait que la course, elle peut aussi prendre une dimension plus légère? Alors, j'ai pas pensé à cette notion de performance, je t'avoue. Pour moi, c'était plus lié à deux facteurs. C'était tout de suite, je me suis dit, bah, t'as bien fait de dormir, parce que c'est, en fait, dans ta tête, la course, elle a commencé à super coller. C'est étonnant de dire ça, mais pour moi, la course, elle avait commencé à mon réveil. C'était une deuxième course, mais on se sent léger là-dessus. On n'a pas une charge mentale qui a 20, je sais plus, 24 heures, ou elle a, allez, 5 heures, quoi. Donc ça, je pense que ça a joué, parce qu'on peut pas parler de récupération physique en 20 minutes, hein. C'est plus mental. Mais il y a eu ça, et deuxièmement, je pense que c'est là où je dis que tout le monde peut ressentir ça. Le corps humain, il est fait pour faire du très très long et brûler des graisses au final. Et je pense qu'en fait, il s'est vraiment adapté à cet effort d'ultra et de très très long, et qu'en fait, je suis totalement passé sur comment dire, mon corps s'est mis en ultra endurance. Alors, je pouvais pas aller vite, mais avec le peu d'énergie que je lui apportais, il était capable de fonctionner 3 heures, 3 jours, je veux dire. C'est ce que d'ailleurs j'ai dit à mon pote. J'ai dit, mais en fait là, je crois que je suis en train de me rendre compte qu'avec sans rien comme apport et que des compotes de pommes, là, je suis bien et je pourrais tenir 3 jours. Pas plus vite, pas moins vite, mais en fait, on est bien, quoi. Et peut-être que maintenant que tu le dis, de ne absolument pas penser à la performance, ça m'a libéré de plein de choses, et où je me suis dit, en fait, bah, tant que tu peux mettre un pied devant l'autre et que t'as la banane, bah, profite, quoi. Et donc, quand quelque chose va bien, bah, l'autre va bien, et puis de fil en aiguille, les choses reviennent. Donc, c'est peut-être ça aussi, ouais. Donc votre fin de course, elle s'est ensuite passée de façon idéal. On a profité aussi pour grappiller quelques places au classement, même si c'était pas le sujet, mais c'est toujours un indice en tout cas de la performance et de l'état de forme dans lequel tu peux être à ce moment-là. Oui, exactement. À ce moment-là, c'était vraiment un plus. Et d'ailleurs, je me souviens que tous les coureurs qu'on a doublés, on les a pas doublés en se disant on les double et puis on file. On est resté à chaque fois avec eux un petit moment à discuter. Vu qu'on est avec nos pacers, ça fait tout de suite des petits groupes de 4, 6. Et c'était franchement super. On pouvait parler, et puis après, bah oui, on partait parce que moi, je me sentais de nouveau bien. Mon pote, il sait que je suis quand même compétiteur avec moi-même. Donc à un moment, il m'a dit, bon, là, tu vas bien, et ben on va se détruire les jambes. Je me souviens, il m'a dit ça. On va se détruire les jambes sur les 2 dernières descentes. Il sait que j'adore descendre. Il m'a dit, là, on va terminer, on va être minable. Donc franchement, merci à lui, parce que je serais jamais allé si vite à la fin. Mais je me souviens, dans les descentes, je serrais les dents. Je serrais les dents avec des crampes, et je me disais, mais jamais j'arriverai au bout là. Et heureusement qu'il était là, parce que tout seul, je serais sûrement pas allé au bout. Mais avec lui, c'est beaucoup mieux passé. Ça apporte quelque chose de rassurant de se savoir pas tout seul, alors qu'il a pas un tire-fesse pour nous tirer. Mais donc voilà, on finit. Je crois qu'on finit 34e, donc on a dû reprendre une 15-20 places sur ces 30 derniers kilomètres. Et je crois que je mets 35 heures, quelque chose comme ça, en pleurant à 35 heures et l'arrivée. 51 minutes exactement. C'est ça. C'est quoi ton sentiment à ce moment-là quand tu franchis la ligne? Est-ce que tu aurais pu courir encore? Tu étais prêt pour tous les 3 jours dont tu me parlais là? Tu aurais pu enchaîner et refaire une boucle? Bah, vu qu'à la fin, il m'a quand même dit, écoute, là, on va terminer avec les jambes mais éclatées. Non, clairement non. Ah ouais, non, non. Mais au rythme, quand je lui ai dit ça, je pense que si je continuais sur mon rythme, j'aurais pu faire beaucoup plus. Après, c'était franchement cool de terminer comme ça, et d'aller chercher le petit. Ouais, à la fin, on est quand même content quand on arrive et qu'on tombe assis par terre. On se dit, bon, là, j'ai quand même donné ce que j'avais à donner. Et puis ouais, je me suis tout de suite dit, bon, il y a un côté de moi qui disait, ouais, bah, 35e, quoi. Bon, avec l'entraînement que tu fais, t'aurais pu faire bien mieux. Mais tout de suite, je me suis dit, attends, il va falloir faire un retour à chaud de qu'est-ce que t'as appris pour la suite. Et pour te dire, encore aujourd'hui, je m'en sers sur chaque course de l'échappée belle. Quand je fais ma petite liste de pourquoi je prends part à cette épreuve. Voilà, j'écris deux, trois petits trucs importants.
Et je sais que dans un coin de ma tête, il y a toujours cette échappée belle, quoi. Et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant de parler de cette course aujourd'hui, et c'est en ça que je trouve qu'elle est épique, au-delà de la difficulté qu'elle présente et de ce que tu as connu, c'est derrière tout ce qu'elle a permis de construire et ton changement d'état d'esprit, ce que Eric t'a apporté aussi dans la façon d'appréhender les courses autrement et trouver ce nouveau souffle. C'est ça que je trouve aussi extrêmement intéressant, et de voir que c'est un marqueur finalement très structurant et que un bagage que tu traînes avec toi aujourd'hui. Avant qu'on prolonge là-dessus, juste pour resituer, donc la course elle a été remportée par Cédric Chavet, tu nous l'as dit tout à l'heure, en 27 heures. Hugo Ferrari, ton copain, a mis 5 heures, fini 5e avec, en 29 heures. Et puis Juliette Blanchet était la première féminine et 26e au scratch. Elle est arrivée quelques minutes avant toi, 35 heures et 5 minutes. Pour revenir sur les enseignements de cette course-là et de cette échappée belle, concrètement, c'est quoi, s'il y avait quelques principes ou réflexions que aujourd'hui tu t'astreins ou qui naturellement viennent à toi quand tu prépares tes nouvelles courses? Est-ce que tu aurais quelques clés que tu as retenues et qui seraient applicables et sources d'inspiration peut-être pour nos auditeurs? Alors la première chose, c'est que je me suis dit, toutes les futures courses que je vais faire, je veux me dire que le plus important, c'est le plaisir et aller au bout. Si déjà ces deux critères ils sont là, c'est que j'aurai réussi, et il faut que je m'en persuade, parce que c'est ce pourquoi je fais de l'ultra à la base. Je veux dire, on a tous participé à notre premier ultra trail pour terminer, je pense. On s'est pas dit moi je veux le gagner, quitte à tout perdre. Donc ça c'est la première chose. Je me suis dit vraiment toutes les futures courses et ultras que je vais faire, il faut que ce soit ça. Alors je dis ça, puis aujourd'hui là j'ai eu un FaceTime avec mon coach, et comme on est quand même je suis difficile avec moi-même et que je veux performer, je veux aller au bout de moi-même. Je lui disais que c'était super, mais là, par exemple, la Transgrande Canaria, je suis pas allé prendre un risque à un moment. Je suis toujours resté dans d'accord, là t'es bien, fais ce que tu sais faire, tac, 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 ça se passe bien. Pense qu'il reste 30 km, pense qu'il reste 40 km. N'essaie peut-être pas de tenir celui qui vient de te doubler, parce que là, lui, il prend des risques. Il va peut-être sauter. Ce qui arrive, hein. Le chinois, on l'a vu, hein, il a explosé en vol. Mais du coup, on s'est dit que pour les prochaines courses, vu que j'avais de nouveau acquéri cette notion de plaisir et de terminer les courses avant tout, on veut quand même tenter sur certains objectifs d'aller pousser mon corps jusqu'à ses limites. Et je trouvais ça super intéressant ce que Mathieu disait, Mathieu Blanchard, il disait que finalement il connaissait pas ses limites et qu'il voulait les trouver. Donc pour ça, faut prendre des risques. Faut par exemple au kilomètre 100 sur 140 se dire là peut-être que moi j'irai pas parce que je vais terminer, ou peut-être pas terminer, je vais sauter, mais si je tente pas, je le saurai jamais. Donc je dis ça, puis voilà, parce que peut-être que dans le futur, j'annonce pas que je termine toutes mes courses, il y aura peut-être des risques de prix, donc mais quand même. Est-ce que c'est des risques que tu es prêt à prendre sur tes objectifs A, ou ton objectif A de l'année qui est probablement l'UTMB? Est-ce que c'est des risques que tu es prêt à prendre sur ce type de course, ou tu vas plutôt le tester avant sur des objectifs secondaires pour éventuellement valider si ça fonctionne, que c'est une carte à jouer pour faire une espèce de all-in pour le coup sur l'UTMB? Non, voilà, c'est ça. C'est sur l'UTMB, avant tout, c'est l'objectif majeur. Donc, qui dit objectif majeur, faut que ça remplisse ce que je disais avant, c'est terminer avant tout, plaisir avant tout. Et c'est ça. Si je peux avant, sur d'autres courses, aller trouver ce point de rupture, que je connaisse en fait mes limites actuelles, pour les dépasser plus tard. Mais actuellement, elles sont là. Ça pourra que m'aider pour l'UTMB 2023 à savoir justement. On parle de bol vide au départ de la course, et à la fin de la course, il faudrait qu'il déborde. Mais il faut pas qu'il déborde au centième kilomètre, quoi. Faut jauger, faut en boire un petit peu, hop, le niveau redescend, et puis j'aime bien cette idée on gère cette hauteur d'eau, faut pas que ça déborde, quoi. Donc je ne connais pas encore ça, j'ai envie d'apprendre, et c'est vrai que c'est dur de se dire sur une course, maintenant je prends tellement de plaisir à avoir une confiance en moi sur le fait que je vais terminer, sauf s'il y a une blessure. Je veux dire, aujourd'hui, je sais que j'arrive au bout. Et ça, il va falloir que je le déconstruise un peu sur certaines courses pour mieux me connaître. Et je pense que je suis prêt à le prendre, ce risque. Donc, vraiment, ça, c'est la première chose que m'a apporté l'échappée belle, quoi. Pour en finir avec cette échappée belle, l'image que tu retiens, c'est une question classique du podcast. Là, si je te parle d'échappée belle, c'est quoi le première image qui te vient en tête? Je dirais, c'est difficile parce que, ouais, immensité, je dirais. Non, non, je dirais immensité. Vraiment, non, non, ouais, c'est ça, immensité.
on est tellement petit, et je dirais la même chose de la Diagonale des Fous. Pour moi, c'est deux courses qui se ressemblent énormément, et pourtant qui sont très différentes, hein. Mais Massif de Belledonne, comme tu l'as dit, on monte à 3000, et en fait, on est tout le temps tout seul. C'est une introspection énorme avec soi-même. Immensité, mais immensité dans tout, dans l'effort, dans la gestion, côté humain de cette organisation qui est franchement géniale. Donc ouais, immensité. Très bien. Arthur, on a parlé un petit peu d'avenir, on a vu que l'UTMB était le gros rendez-vous de ton année. Mon petit doigt me dit qu'on va peut-être te croiser à Istria d'ici là, c'est ça? C'est possible? C'est un autre de tes points d'étape jusqu'à l'UTMB? C'est fort possible. Alors c'est fort possible aussi que ce soit le rendez-vous de 95% des élites, de ce que j'ai à la quête, cru comprendre. À la recherche de la Rolling Stone. Exactement. Non, à chaque fois qu'on en parle, c'est ah mais tu vas à Istria toi aussi? Bon bah, on se verra là-bas, hein. Donc non, ça va être super parce que au final, moi j'adore les courses où il y a énormément de niveaux, parce que je suis persuadé, comme je le disais, que c'est sur ces courses-là qu'on se donne le plus et on s'aide en fait mutuellement. Donc j'ai hâte d'y être. Un format encore peut-être plus roulant que Transgran Canaria, mais c'est voulu pour de nouveau travailler les points faibles pour l'UTMB 2023. Et ce sera, comme je l'ai un peu teasé tout à l'heure, une des deux courses où il va falloir aller chercher sa limite et pour se connaître. On va suivre ça de près. Donc c'est mi-avril. Oui, pour nos auditeurs fait, qui voudraient suivre avec attention. On te souhaite que ça se passe bien en tout cas. Arthur, c'est déjà la dernière question de ce podcast. J'ai rien vu passer. C'est le motto de la fin. Donc tu connais le podcast, donc tu vois ce dont il s'agit. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nos auditeurs? Ah, j'en ai deux. Alors il y en a une que pareil, hein, j'ai dévoilé trop tôt peut-être. Mais non, que vraiment qui m'anime depuis que je travaille avec Éric Lacroix. Je sais pas si c'est de lui ou pas, mais c'est fais ce que tu sais faire. Je pense que ça, c'est valable pour tout, hein, mais pour tous les sports, fais ce que tu sais faire. Ça se résume à ça. C'est comme je disais, si je suis fatigué la veille, si je suis en pleine forme, si j'ai bien mangé, si j'ai pas mangé, sur les entraînements, c'est exactement pareil. Si on estime ou si j'estime avoir fait ce que je savais faire, eh ben je peux que être satisfait de moi en fait. Et je pense que beaucoup de gens devraient penser comme ça. C'est que parfois on n'est pas capable, je veux dire, on n'est pas tous dans les mêmes situations au départ d'une course ou d'un entraînement. Et faut pas viser le roi soleil, il me dit souvent. Ça c'est un des mantras que j'ai, c'est voilà, je me le répète tout le temps. Et le deuxième, rien à voir avec le monde du trail, mais c'est une phrase pareille que ça vient d'une musique. Et c'est une phrase de Yannick Noah. C'est derrière tous les problèmes, il y a toujours une opportunité. Et je trouve que ça va très très bien avec notre pratique de l'ultra. Notamment, on parle beaucoup en ce moment de résilience, d'acceptation. Et je pense que c'est une notion hyper forte dans notre discipline, parce que c'est ce que j'ai appris sur l'échappée belle en fait. La résilience pendant 5-6 heures. Je pense qu'il faut tous qu'on y passe, à se dire que si j'accepte, en fait, il y aura forcément une opportunité plus loin. Et ça va revenir, et voilà, plein de choses derrière ça. Donc je me le dis. Le fameux ça va passer. Exactement. Ça va revenir, pardon. Mais tant qu'on l'a pas vécu, honnêtement, hein, moi, il y a des fois, j'y croyais pas, quoi. Ça va passer, on est bien gentil, mais quand ça dure 1 heure, que ça revient, ah ouais, c'est chouette. 2 heures, 3 heures, bon bah là, je jette l'éponge, quoi. Et beaucoup, c'est comme ça, hein. Donc moi, je me dis à ces moments-là, bah derrière tous les problèmes, il y a toujours une opportunité. C'est quoi l'opportunité? Là, actuellement, j'ai ce problème, je l'accepte. C'est ça qui est dur, c'est de l'accepter. Et une fois qu'on l'a accepté, on regarde plus loin, on ressasse pas les douleurs, j'ai mal là, j'arrive plus à manger, ça fait 3 heures que je mange pas. C'est maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quelle opportunité j'ai pour aller de l'avant? Donc, voilà, c'est la deuxième phrase. Parfait, deux motos qu'on va garder bien au chaud. Merci beaucoup Arthur, c'est donc la fin de cet épisode déjà. Merci d'avoir partagé avec nous ton échappée belle qui, nous l'aurons compris, a une grande influence et très bénéfique sur la suite de ton parcours sportif, et nul doute que le meilleur est encore à venir. En tout cas, je te le souhaite. Je te souhaite aussi de te réaliser dans tous tes objectifs de 2023, ils sont beaux, et puis je te donne rendez-vous au plus tard, je l'espère, sur les sentiers de Chamonix, fin août, où nous ne manquerons pas de nous croiser, je l'espère en tout cas. Merci pour ton temps Arthur. Avec grand plaisir, franchement, c'était Il faut que tu ailles bosser là, quasiment, ouais. Ouais, dans une petite heure.
Bon courage pour le boulot et puis merci pour ta disponibilité. À très vite. Merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.